Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec Normand Baillargeon, Propaganda d'Édouard Bernays ou Comment manipuler l'opinion en démocratie. Normand, je suis tout content parce qu'enfin le fameux Édouard Bernays dont on a tant entendu parler, nous qui nous intéressons à la pensée de Chomsky, à tout ce travail que vous faites de l'autre côté de l'Atlantique, enfin sort un bouquin alors de Édouard Bernays lui-même, Propaganda, Comment manipuler l'opinion en démocratie, et tu as fait une longue préface à cet ouvrage dont je voudrais qu'on parle. Alors, Édouard Bernays, est-ce que tu peux déjà nous faire un portrait, un peu une biographie express de ce monsieur qui a vécu très longtemps? Oui, il a vécu très longtemps. Alors, il est né en 1891 à Vienne. Il est mort en 1995 à Boston. Donc, il a vécu 103 ans. Tout jeune, il arrive aux États-Unis. Il faut savoir, c'est intéressant, qu'il est neveu de Freud par son père et par sa mère. Il est le double neveu de Freud. Et il va souvent raconter que, pour lui, la psychanalyse, c'est quelque chose qui était constamment discuté à la maison, autour de la table. Il a acquis ces notions-là très, très jeune, presque par osmose, des notions de la théorie freudienne. Aux États-Unis, Bernays va d'abord suivre les traces de son père. Il va aller étudier en agriculture, déteste ça, sort de l'université, décidé de ne pas suivre les traces de son père, qui est un marchand de grains très prospère, et se demandant quoi faire, se lance dans le journalisme. Et il rencontre à New York quelqu'un, un ami, qui lui dit « Écoute, je viens d'hériter par mon père de 2 revues médicales, je dois les éditer, veux-tu m'aider? » Et Bernays fait cela. Et à ce moment-là, la revue va publier la recension d'une pièce de théâtre d'un auteur français, Eugène Brieux. La pièce de théâtre s'appelle Damaged Goods, c'est une traduction du français Les Avariés. C'est une pièce qui traite de la syphilis et d'un homme qui a la syphilis, le cache à sa fiancée, l'épouse et leur enfant naît atteint de la maladie. Et Bernays fait donc paraître cette recension de la pièce, la juge importante d'un point de vue médical, se doute bien que ça va soulever une tollée de protestation de la part de certaines personnes et de certains courants sociaux. Et lorsqu'il apprend que quelqu'un veut monter la pièce en question, il va décider de mettre sur pied un comité de la revue scientifique en question, de la revue médicale, un comité pour la propagation d'idées en médecine. Et la première fonction de ce comité, les gens vont payer pour en faire partie du comité, et la première fonction de ce comité-là va être de parrainer la pièce de théâtre pour qu'elle soit jouée. Et elle va l'être sans protestation. Alors, voyez-vous ce qu'il a fait dans ce coup-là, Bernays, c'est qu'il a transformé un obstacle en opportunité, si vous voulez. Il a manipulé d'une certaine façon l'opinion publique en faisant en sorte que, comme il y avait des personnalités si prestigieuses, si bien en vue, si bien cotées dans la ville, qui étaient membres de ce comité, qui étaient scientifiques et rattachés à une revue scientifique, il devenait normal d'adhérer à ce que cette pièce de théâtre soit jouée. Et à ce moment-là, il a tout juste 21 ans, il vient de trouver sa voie. Alors, Normand, ce que tu nous racontes là ne nous étonne pas, parce qu'aujourd'hui, de telles manœuvres, de telles manipulations, de tels procédés sont tout à fait courants, communs, c'est tout à fait intégré maintenant. Voilà. Sauf que ce qui se passe, c'est que c'est Bernays qui invente ça. Comment on procédait auparavant? Mais c'est-à-dire, ce qu'il est en train d'inventer ici, c'est une nouvelle manière de faire la publicité, de faire la promotion, soit de produits ou soit d'idées. Il va pouvoir étendre ça à toute une série de choses. Il est en train d'inventer une nouvelle forme de communication sociale. Il ne s'agit plus de se contenter de vanter les mérites d'un produit ou d'une personne en la décrivant, mais il s'agit de procéder par biais, en faisant référence à des figures d'autorité et en s'assurant que, via elles, les gens vont spontanément donner leur adhésion à ce qui leur est proposé. Alors, il est en train d'inventer quelque chose de différent. Et pour le moment, Daniel, il en reste encore sur le terrain de la publicité ou de la promotion de certains événements. Quand il va quitter le journalisme pour se lancer dans la publicité, parce que c'est de ça dont il s'agit, il va s'occuper des ballets russes, il va s'occuper de Caruso, il va s'occuper d'artistes comme ceux-là. Et il procède de la même manière, c'est-à-dire que au lieu de se contenter de présenter une personne, un produit ou un événement comme les ballets russes, il procède de biais, c'est-à-dire il procède en vantant par ailleurs les mérites ou en associant plutôt les mérites de ce qu'il veut faire adhérer aux gens à part des chemins de traversée, si vous me comprenez bien. Et il fait ça pendant quelques années, mais on est toujours dans le milieu de la publicité ou apparenté à ce moment-là. Tout change avec la commission Creel. Alors ça, la commission Creel, c'est en 1917. On doit à la commission Creel I want you for US Army, cette fameuse affiche que la planète entière connaît depuis longtemps, avec cet oncle Sam qui pointe un index accusateur et donneur d'ordre. I want you for US Army, c'est-à-dire je te veux pour l'armée. Or, à cette époque, les États-Unis, les citoyens américains des États-Unis n'ont pas du tout envie d'entrer en guerre.
Tout à fait. Et en 1917, le gouvernement américain change d'idée et décide d'entrer en guerre. Et le problème, là, c'est qu'on a une population qui est largement pacifiste et qui ne souhaite pas entrer en guerre. Alors, comment faire pour renverser la vapeur? Comment faire pour transformer l'opinion publique? Le gouvernement américain met sur pied une commission qui a précisément pour mandat de transformer l'opinion publique. Alors, c'est malheureusement trop peu connu, ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, cette commission. Alors, elle s'appellera Creel, du nom du journaliste qui va la diriger. Elle va mobiliser un grand nombre d'intellectuels, de penseurs, de gens qui sont dans le journalisme ou la communication sociale, comme Bernays. Et ces gens-là vont réaliser un coup d'éclat parce qu'ils vont réussir à transformer l'opinion publique et, ce faisant, inventer toute une série de modalités de communication sociale, de gestion des foules et des masses, pour employer des mots que Bernays en emploiera plus tard, et qui donnent naissance à l'idée de propagande moderne. I am an American soldier. I stand ready to deploy, engage and destroy the enemies of the United States of America. 1917-2007, deux pubs en somme pour inciter à chacun, chaque homme, pas seulement d'ailleurs, à faire la guerre, à s'engager et à soutenir l'effort de guerre, la manipulation des esprits en démocratie. C'est notre thème d'aujourd'hui, c'est ce bouquin d'Edward Bernays qui sort. Cet homme qui, avec un cynisme et beaucoup de talent, a réussi des grands coups. Et son idée, c'était qu'il faut toucher les émotions irrationnelles des individus et surtout des foules. La psychologie des foules. C'était des recherches faites à la fin du 19e siècle où on avait mis en lumière le fait que les individus ne réagissent pas de la même façon lorsqu'ils sont seuls que lorsqu'ils sont en foule. Et il s'agissait, fort des travaux de la psychologie et de la psychanalyse de Freud, donc l'oncle même de Bernays, d'utiliser ces idées pour transformer les besoins en désirs. C'est-à-dire que jusqu'au milieu des années 20, la consommation était une consommation de besoins. Les riches achetaient des choses frivoles. Parfois, les gens ordinaires avaient dans leur vie des achats qui étaient de nature frivole, mais en règle générale, c'était le besoin. Or, les grandes productions industrielles de la Première Guerre mondiale font qu'à l'issue, à la fin de cette guerre, on dit qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Il faut qu'ils achètent ça, il faut qu'ils consomment ça, et on va passer au cours de ces années de l'entre-deux-guerres du citoyen au consommateur. C'est en 1927 qu'un journaliste américain a cette phrase, on est passé du citoyen au consommateur. On va basculer là dans la société de consommation, et cette société de consommation, elle passe de l'idée de besoin à l'idée de désir. Il faut créer des envies d'achat qui reposent bien souvent sur l'inconscient individuel et collectif. Ça, c'est ainsi que les choses sont théorisées par Bernays et d'autres, bien évidemment, avant lui, mais il sera une des figures principales de cette théorie et de son application, et il sera un des grands penseurs de l'Amérique du XXe siècle, et sa pensée prévaut toujours aujourd'hui, sans doute plus encore aujourd'hui qu'autrefois, qu'au XXe siècle. On retrouve Normand Baillargeon à Québec. Alors, à chaque fois, il se réfère à son oncle célébrissime, Freud. Il se réfère aussi aux travaux de certains Gustave Le Bon, etc., tous ceux qui s'étaient intéressés aussi à la psychologie des foules. Tout à fait. Ça, c'est central dans le travail de Bernays. Au sortir de la commission Creel, on y reviendra tout à l'heure, là, il va lancer les relations publiques. Il va quitter le domaine de la simple publicité pour créer
l'idée et la pratique des relations publiques. Mais tu as tout à fait raison de souligner que Freud est constamment présent dans sa pensée et un certain nombre de théoriciens des sciences sociales sur lesquels il s'appuie. Alors Bernays est original en ce sens-là. D'abord, il demande aux sciences sociales de lui fournir des techniques, des manières de faire, une théorie, de la réflexion, et surtout, il trouve chez les gens auxquels il fait référence des justifications de sa pratique, en ce sens que la masse des gens est incapable de penser. La masse des gens ne peut pas s'élever au niveau de discussion rationnelle nécessaire dans une démocratie comme celle qu'il connaît aux États-Unis, de telle manière qu'il revient à la minorité intelligente de façonner les consentements, de cristalliser l'opinion publique, puisque la masse des gens est dominée par, en termes freudiens, c'est le ça qui domine, et ils sont incapables de s'élever au niveau de la réflexion. Mais ça domine toujours dans les esprits. C'est un non-dit, c'est des mots qu'on n'emploie pas, élite, etc. Mais enfin, c'est quand même toujours dans les esprits aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que c'est un courant qui est extrêmement fort et extrêmement puissant dans les institutions dominantes. Je crois que ça reste avec nous. Ce qui est fascinant chez Bernays, et c'est l'intérêt de cet ouvrage qu'il fait paraître en 1928, c'est que lui dit ces choses-là de manière tout à fait honnête. Dans le livre, vous allez le voir, il explique que c'est une minorité intelligente qui doit dominer, elle doit instituer une sorte de gouvernement invisible où elle manipule la masse qui est incapable de penser. Et c'est important de voir aussi comment tout cela, qui est bien réel, hein, le biographe de Bernays disait en 1998, je vais lui faire confiance pour citer ses sources, qu'aux États-Unis, en 98, il y avait 125 000 personnes travaillant dans l'industrie des relations publiques. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important là, qui est devant nous. Et l'idée qui fonde ce type de pratique sociale-là, elle est complètement opposée à celle du véritable projet démocratique issu du siècle des Lumières. Elle est complètement opposée à ce que Kant réclamait quand il disait qu'il faut un espace public de libre discussion où les gens puissent librement échanger des idées, se placer du point de vue de la raison et de l'universel, justifier devant les autres les affirmations et les conclusions auxquelles ils parviennent, rendre disponible l'ensemble des faits permettant de discuter. Alors on est à milieu de ça, comme on est à milieu de ce cher Condorcet qui réclamait une instruction publique accessible à tous, permettant de fonder la démocratie. On est ici dans l'idée que une minorité intelligente sait. Évidemment, cette minorité intelligente, elle est au service de ceux qui ont les moyens de se payer leur travail, de ceux qui vont avoir les moyens de se payer, les industries de relations publiques et leur expertise. La vérité ou la conclusion plutôt à laquelle les gens vont arriver est déterminée par avance par ces gens-là. Tout ça est extrêmement dramatique si on prend au sérieux un projet démocratique réel. Alors, après la Première Guerre mondiale, notre Bernays crée son bureau de relations publiques. C'est lui qui forge l'expression. Tout à fait. Relations publiques. Il forge cette expression-là. Il se donne d'abord, en sortant de la commission Creel, il se présente comme un publicitaire. Mais rapidement, il va changer le nom et il va créer l'expression conseiller en relations publiques, qu'il imagine sur le même modèle que conseiller juridique. Et là, il va aller de réussite en réussite. Par exemple, il organise un concours de sculpture en barre de savon pour Procter & Gamble. Oui. Alors, ça nous fait rigoler, mais ça va avoir un succès fou. Il y a des tonnes de savons qui vont être utilisés pour ces sculptures. Il va inventer le petit déjeuner eggs and bacon, des œufs et du bacon. Je me souviens qu'on en avait eu un délicieux chez toi. Ça, c'est une parenthèse. N'empêche que c'est lui qui nous a fait croire que c'était typiquement américain. Exactement, et que c'était de santé. Parce qu'évidemment, vous vous souvenez comment il a procédé tout à l'heure pour vendre la pièce de Brieux au public new-yorkais. Il fait la même chose ici, hein, c'est-à-dire qu'il met sur pied un comité de médecins qui recommande de manger un déjeuner riche et fort. Et ce comité de médecins-là permet à Bernays de dire, vous voyez, vous devez manger du bacon le matin, et c'est typiquement américain. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui l'idée qu'un déjeuner typiquement américain, c'est bacon and eggs, des œufs et du bacon. Il persuade les Américains qu'il leur faut absolument un piano à la maison. Tout à fait. Et pour vendre les pianos Mozart, il va procéder de billets, encore une fois, en vendant l'idée. Il va s'adresser à des architectes ou à des décorateurs, à des contracteurs qui fabriquent des maisons, en leur disant qu'une maison bien tenue, une maison digne de ce nom, doit obligatoirement avoir une pièce de musique. Évidemment, quand la maison a une pièce de musique, il faut quelque chose dedans. Alors, on va vendre des pianos Mozart, si mon souvenir est bon. Et alors, il est capable de promouvoir n'importe quoi. Par exemple, la conférence pour l'intégration des personnes de couleur NAACP en 1920, c'est quoi? C'est une conférence assez importante qui visait à bonifier le sort des Noirs américains. Et Bernays s'est occupé, dans le Sud, d'organiser cette conférence-là avec un succès assez important. Donc, vous avez raison de souligner, il peut organiser et préparer un peu tout. Bernays prétend que la technique qu'il a peut être au service. C'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas gêné d'affirmer ce qu'il affirme. Il se prétend au service de n'importe quelle cause, si vous voulez.
Et puis alors, il va inventer le petit déjeuner du président des États-Unis avec des vedettes de la chanson et du cinéma. Et ça marche toujours. C'est lui qui va inventer ça, c'est-à-dire le président, c'est un personnage hautain, lointain, froid. Il va l'humaniser entre guillemets, bien évidemment, et on va avoir des gens de la chanson, du cinéma qui vont venir discuter avec lui. Et il va transformer comme ça l'image du président. Tout à fait. Alors, vous voyez, on le voit aller dans plusieurs directions, Bernays, et ces nombreuses directions-là qu'il prend lui-même sont celles que l'industrie des relations publiques va entreprendre tout au long du siècle. Alors, il nous donne une illustration de l'ensemble des terrains d'activité que les relations publiques peuvent avoir. C'est important de rappeler aussi qu'un des premiers, un des majeurs, et ça reste le cas aujourd'hui, c'est les entreprises. Si vous me permettez, je voudrais faire un petit retour historique pour rappeler ça. C'est important, je crois, de bien le voir et de bien le comprendre. Les entreprises, vous savez, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle aux États-Unis, on est dans une période extrêmement trouble. Une période, c'est l'époque qu'on appelle des barons voleurs dans l'histoire des États-Unis. C'est l'époque où il y a de multiples problèmes sociaux, des grèves, des émeutes, etc. Et les entreprises ne savent pas trop comment gérer cette situation-là. Ils ont un problème de communication qu'ils arrivent très mal à gérer. Ils vont faire appel à leurs conseillers juridiques. Ils vont faire ensuite appel à des journalistes pour essayer d'établir la communication avec le public. Au sortir de la commission Creel, vous comprenez bien que ces corporations ont reçu le message qu'il est possible de façonner à grande échelle l'opinion publique et qu'il y a maintenant des experts pour ce faire. Et Bernays se présente comme un de ces experts-là. Lorsqu'il crée son bureau de relations publiques, les entreprises désormais prennent au sérieux le type de produit qu'il propose de leur vendre, qu'il veut leur vendre, et vont l'acheter. C'est pourquoi vous voyez Bernays, comme tu l'as parfaitement souligné, être embauché par des entreprises pour vendre du bacon, pour vendre des pianos, pour vendre des livres. Il va travailler pour des éditeurs. Il est donc pris au sérieux par ces entreprises, mais en même temps, il a nettement la conscience que le type d'expertise qu'il propose en communication sociale a aussi une vaste portée sociale et politique sur toutes sortes de plans, d'où l'idée d'intervenir en politique. Les politiciens rapidement vont faire appel à lui pour façonner leur image, et non seulement les entreprises, mais aussi en éducation, en culture. Partout, Bernays, dans Propaganda, il fait le tour des champs dans lesquels son expertise pourra s'appliquer. Expertise, je vous le rappelle, qu'il juge indispensable dans une société démocratique de masse où l'immense majorité des gens ne peut pas s'élever au niveau requis par la discussion rationnelle. George Hill, président de l'American Tobacco Corporation, fut l'un des tout premiers clients de Bernays, pour qui la cigarette était un pénis. Ah oui, il avait retenu les leçons de son oncle Sigmund, et c'est ainsi qu'il fit fumer les femmes américaines après avoir, vous venez de l'entendre, fait fumer des millions d'Américains, comme s'il y avait un rapport entre le fait de fumer et la virilité. Il appliquera les mêmes idées à la voiture, aux formes des voitures américaines qui, pour Bernays, était le symbole de la sexualité et du sexe masculin. Mais si aujourd'hui vous regardez les emballages des produits déodorants, par exemple, qu'utilisent nos filles et nos compagnes, vous verrez quand même des formes qui ne laissent aucun doute sur les idées de ceux qui fabriquent et produisent ces produits, ces objets, et qui s'inspirent tout à fait de ces idées. Ces idées, c'est que, nous sommes d'une horde sauvage. Voilà, c'est ce que disait Walter Lippmann, qui est un journaliste et un penseur politique très influent, très important dans ces années-là, et auquel Edward Bernays se réfère de façon permanente. Nous sommes une horde sauvage, nous, la foule, nous, les gens, quoi, voilà. Et il faut une nouvelle élite pour gouverner ces irrationnels, ces animaux que nous sommes collectivement. La foule n'a pas besoin d'esprit, il lui suffit d'une moelle épinière, et sous la surface de la civilisation, il y a cette animalité, cette irrationalité dont il faut savoir tirer parti. C'est là une stratégie
de contrôle social par la consommation, et cette idée s'est développée dans les années 20, donc aux États-Unis, et la consommation sera une nouvelle manière de gouverner les forces irrationnelles des masses et d'obtenir une sorte de bonheur climatisé, celui auquel nous croyons aspirer aujourd'hui. Alors, très souvent, bien sûr, son travail va être relayé par les médias et par les journalistes, notamment. Et il y a un journaliste qui sera important dans cette construction des relations publiques, c'est Walter Lippmann. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Walter Lippmann? Oui, Walter Lippmann est lui aussi, vous savez, Bernays, je crois que c'est le premier livre de lui qui paraît en français. Alors, la découverte a eu vraiment une bonne idée en le publiant, parce que c'est quelqu'un qui doit être connu, c'est quelqu'un d'extrêmement influent. Walter Lippmann, c'est un peu la même chose. Walter Lippmann, si vous voulez, ça a été un professeur de communication et de journalisme aux États-Unis, mais ça a été aussi une espèce d'intellectuel public qui méditait le problème de la gestion de la démocratie américaine et qui parvenait sur un plan théorique à des conclusions très semblables à celles de Bernays. C'est pour Bernays une sorte de maître à penser, Walter Lippmann. C'est une espèce de référent. Il y a parfois des expressions extrêmement similaires qu'on trouve chez un et chez l'autre. Lippmann fait la théorie de ce que Bernays réalise en pratique. Voilà. Alors, l'une des expressions, ça va être la fabrique du consentement. Oui. C'est-à-dire les illusions nécessaires. Walter Lippmann considère comme Bernays, ou plutôt Bernays considère comme Lippmann, peu importe, que effectivement il y a cette grande bête qui est appelons ça le peuple, qui ne veut ni ne peut se mêler des affaires publiques, et il faut le contrôler. Et pour obtenir le consentement de cette masse, eh bien il faut lui fournir des illusions. C'est les illusions nécessaires pour fabriquer du consentement. Tout à fait. Et c'est la conclusion à laquelle Lippmann arrive dans plusieurs ouvrages. Et là, il y a une espèce de dialectique qui s'installe, qui est amusante à constater entre Lippmann et Bernays, où presque mot pour mot, encore une fois, dans des expressions extrêmement similaires. L'un parle de façonner les consentements, l'autre parle de cristalliser l'opinion publique, l'un parle de la grosse bête qui doit être domptée, l'autre évoque le fait que dans une démocratie comme la nôtre, la masse des gens veulent prendre de plus en plus de place et sont extrêmement menaçants pour la minorité intelligente. Alors les textes se répondent l'un l'autre, toujours dans la perspective que vous venez de présumer. Alors, il y a des... Bon, tout ça, ça nous semble, encore une fois, aujourd'hui, on dit, en écoutant cette conversation, on dit oui, c'est comme ça, quoi. C'est devenu quelque chose d'évident, tant cette forme de propagande, ce que Chomsky appelle le lavage de cerveau en toute liberté, c'est-à-dire sur ce thème de dire on sait très bien comment on forge et on contraint l'opinion et comment on contrôle les citoyens dans les dictatures, c'est-à-dire à coups de botte, à coups de bâton, délation, etc. Mais comment fait-on dans les démocraties, dans les sociétés ouverte et libre entre guillemets? Eh bien, voilà, c'est la technique inventée par Bernays. Mais il y a des moments quand même où on découvre dans ce texte que tu as donné comme préface à l'ouvrage de Bernays qu'il y a des conséquences quand même qui sont très très lourdes, et notamment Goebbels qui va s'inspirer de Bernays. Tout à fait. Alors, Bernays raconte ça dans ses mémoires. Vous savez, je l'ai pas dit dans la préface, je vais le dire maintenant. Bernays sauf pendant une année pour faire plaisir à un ami, Bernays a jamais fait partie de l'Association des relations publiques américaines. Il était en désaccord avec certaines de leurs pratiques. Il aurait souhaité, lui, qui disait en toute honnêteté, ce qu'on fait s'appelle la propagande, voici pourquoi c'est nécessaire. Il aurait voulu, il jugeait, c'est terrible à dire, il jugeait que l'industrie des relations publiques était pas suffisamment éthique. Quand on entend ce que dit Bernays, on peut se demander ce qui se passe dans ce milieu-là pour que Bernays refuse d'en faire partie. Mais lui-même, à quelques reprises, lui qui souhaitait présenter de manière positive le travail qu'il accomplissait, qui s'est tant bien que mal essayé de présenter les relations publiques telles qu'il les concevait comme une route à deux voies, permettant à un émetteur de communiquer avec des gens, mais permettant aux gens aussi de réagir à cette communication-là. Bernays est de ce point de vue-là un champion de la novlangue ou de la double pensée ou de la duplicité, parce qu'on peut pas penser simultanément que ce qu'on fait est défendable de cette manière-là, et en même temps adhérer à une pratique qui nous force à déterminer à l'avance la vérité à laquelle on veut, ou la croyance à laquelle les gens vont adhérer, et mettre en œuvre toutes sortes de moyens irrationnels pour les faire adhérer à cette croyance-là. Les deux idées sont incompatibles. Ceci dit, il a eu des occasions, tu as raison de le dire, où il a vu ça en pleine lumière, si je peux dire. Lui-même s'avoue très stupéfait
d'apprendre par un journaliste américain qui est en Allemagne en 1933, d'apprendre de ce que ce journaliste-là, ayant visité les bureaux de Joseph Goebbels, a vu dans sa bibliothèque les ouvrages de Bernays. Et Goebbels s'inspirait donc de Bernays pour mener les campagnes de propagande nazie. Bernays sera scandalisé par ça. Une deuxième occasion qui lui aurait été donnée pour voir le caractère intenable, encore une fois, des efforts de justification de l'injustifiable auquel il se livre, l'incompatibilité de la pratique qu'il propose avec la démocratie sainement entendue, ça a été au Guatemala. Alors, tu te souviendras, je parle de ça également. Alors, c'est au Québec, je sais pas si vous avez ça en France, mais au Québec, ça nous est même resté cette expression République de banane. Est-ce que vous avez ça en France? Mais bien sûr, une République bananière. Oui, c'est ça. Eh bien, une des sources de ça, c'est encore une fois Bernays, c'est-à-dire que lorsque, dans les années 50, en 1951, en fait, après une élection libre, Jacobo Arbenz est élu président du Guatemala et qu'il entreprend un processus de réappropriation avec compensation de terres appartenant à une compagnie américaine qui s'appelait United Fruit Company et qui était inutilisée par la compagnie. Lorsque cela se produit, la compagnie en question lance une campagne de relations publiques avec Bernays au sein des médias, visant à diaboliser le gouvernement de Arbenz, visant à rappeler ou à insister pour dire que c'est un gouvernement totalitaire, communiste, dangereux, etc. La campagne de relations publiques réussit. La CIA fera un coup au Guatemala qui va mettre au pouvoir l'homme qu'ils ont choisi, le général Castillo Armas. Et ce coup d'État marque le début de décennies d'horreur et de bain de sang au Guatemala qui va aboutir à 100 000 morts. Alors c'est une occasion où Bernays aurait pu s'ouvrir les yeux sur le caractère intenable, encore une fois, de la justification qu'il offrait de sa pratique. Et il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. Et que dit Sigmund pendant ce temps-là? Son oncle. Oui. Vous savez que Bernays est en partie responsable de la pénétration des idées de Freud aux États-Unis. Alors, il va lui-même financer la première traduction d'une œuvre de Freud aux États-Unis et mettre ses talents au service de la promotion des idées de tonton Freud. Donc, Freud lui sera reconnaissant pour ça. Par ailleurs, il aura des relations surtout sa vie est très longue et ensuite avec la fille de Freud, Anna Freud. Donc voilà. Aujourd'hui, encore une fois, j'y reviens, tout ce qu'on dit là nous semble évident, naturel, ou sinon naturel, du moins inévitable, et on a l'impression qu'il y a un complot derrière. Hein. Dans les premières pages d'ailleurs de l'ouvrage de Bernays, il parle de propagande invisible, il parle de pouvoir invisible. Est-ce qu'il y a complot chez Bernays? Bernays travaille à mi-chemin dans l'ombre. Il est à mi-chemin, Bernays. Il est, comme je vous dis, il s'efforce de justifier, il faut lui donner ça, il s'efforce de justifier, de la mettre en pleine lumière, sa pratique. Encore une fois, le mot propagande, en 1928, a très mauvaise presse. Hein. Vous savez, le mot propagande désigne au début simplement le fait de propager des idées. Hein. La Congrégation pour la propagande de la foi, à l'origine du mot est d'abord religieuse, ensuite politique à partir de la Révolution française. Faire de la propagande, c'est diffuser, faire connaître des idées. Vous imaginez bien qu'après la Première Guerre mondiale, lorsqu'il sera devenu clair pour tout le monde à quel point on s'est fait raconter des histoires aux États-Unis, les Américains vont pleinement prendre conscience de ça et le mot propagande devient extrêmement négatif. Hein. Et en 1928, donc 10 ans plus tard, Bernays tente quand même de lui donner une connotation plus neutre, de lui rendre la connotation plus neutre qu'il avait au début. Et il peut le faire parce qu'il assume pleinement, je pense, parce qu'il assume pleinement la prémisse sur laquelle son travail repose, à savoir que les gens sont incapables de réfléchir comme la démocratie l'exigerait. Son travail se fait en partie dans l'ombre, mais la justification est pleinement offerte. Il a l'honnêteté de donner pleinement la justification du travail qu'il fait. Est-ce que chez vous, au Québec, Canada, États-Unis, vous êtes plus conscient de ces manipulations? Nous, en France, on appelle ça la com. On dit, oh là là, on a un gouvernement qui dirige sur la com. Ils font de la com. Est-ce que vous êtes plus conscient que nous là-dessus? Écoutez, je croirais que dans les milieux militants au Québec et au Canada, on est un peu conscient de ça. Le nom de Bernays est connu. Mais vous remarquerez que dans la majorité des gens, même aux États-Unis, Edward Bernays, c'est pas quelqu'un de très, très connu. C'est quelqu'un qui est resté relativement peu connu. Or, je crois sincèrement qu'on peut difficilement comprendre le 20e siècle en ignorant complètement Bernays et ce qu'il a fait. C'est quelque chose d'extrêmement important, les relations publiques. Donc, c'est insuffisamment connu. Aux États-Unis, sans doute à cause du travail de Chomsky, notamment, Bernays est devenu plus connu. Et il y a aux États-Unis une chose que je leur envie beaucoup, c'est des groupes qui sont consacrés exclusivement à surveiller les firmes de relations publiques. Alors, il y a des groupes qu'on appelle PR Watch,
surveillance des relations publiques, de l'industrie des relations publiques. C'est sur Internet. Les auditeurs, les auditrices peuvent aller faire un tour là. Et ils suivent de près l'activité des firmes de relations publiques. Je crois que ce serait une bonne chose que ça se répande. Parce que ce qui se passe fondamentalement chez Bernays et sur toute cette industrie, sur toute cette propagande entre guillemets, c'est que tu le disais en commençant, c'est une négation de la démocratie. C'est-à-dire que on croit bien sûr vivre en démocratie dans nos pays. Bien sûr que c'est vrai, mais c'est qu'en partie vrai. On oppose toujours ce bonheur de vivre en démocratie par rapport au malheur de vivre dans des dictatures. Mais c'est quand même oublié que nos démocraties sont limitées et ressemblent beaucoup à l'idée que s'en faisaient Lippmann et Bernays dans les années 20. Tout à fait. Et je pense qu'il est important d'essayer d'avoir une notion conceptuellement claire de ce qui se joue ici. Ces gens-là, moi j'aime bien me rapporter ça à l'éducation. Je pense que la propagande est à la discussion démocratique ce que l'endoctrinement est à l'éducation. Si on endoctrine, on a cessé d'éduquer. Et si on fait de la propagande, on a cessé d'avoir un dialogue démocratique. Et qu'est-ce qui se joue dans les deux cas? Il joue ceci. Il joue que des gens ont l'intention de fermer l'esprit des gens sur une doctrine et utilisent pour ce faire des moyens irrationnels. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la rationalité, qui sont pas ceux que la rationalité exigerait. Endoctriner, c'est ça. Endoctriner, c'est vouloir fermer l'esprit des gens auxquels on s'adresse, des enfants ou des adolescents, sur une doctrine, c'est-à-dire sur quelque chose qui est contestable, sur lequel on pourrait avoir des désaccords, et en utilisant toutes sortes de moyens irrationnels pour le faire, en donnant pas toute l'information, en laissant pas la discussion libre, en associant émotivement certaines choses à d'autres. Et je pense que la propagande telle que la propose Bernays fait exactement la même chose. Elle ambitionne, il y a propagande parce qu'il y a intention de fermer l'esprit du public ou de lui faire adhérer de manière inconditionnelle à des pratiques ou à des théories ou à des idées. À une doctrine donc de cet ordre et à l'aide de moyens qui débordent ce que la discussion rationnelle permettrait seulement d'utiliser. Un monsieur qui a écrit une histoire magnifique des relations publiques, justement, en 1990, parle de son projet de livre à son voisin et lui dit « Je prépare une histoire des relations publiques ». Et son voisin lui dit « Il faut que tu en parles à Edward ». Et là, lui dit « Qui Edward ?» Edward Bernays. Et le monsieur qui prépare ce livre-là savait que Bernays était né en 1891. Et donc, avec raison, il s'était imaginé qu'Edward Bernays était mort depuis longtemps, en 1990. Apprenant qu'il est toujours vivant, il le contacte, prend rendez-vous avec lui, va le retrouver dans sa maison de Boston. Et son livre s'ouvre alors qu'il raconte cette rencontre avec Bernays, qui est resté un maître en manipulation. L'homme en question ne réussira à obtenir aucune réponse aux questions précises qu'il était difficile qu'il était venu lui poser. Et à la fin de cette rencontre avec Bernays, il appelle un taxi. Et Bernays, à la porte, lui dit vous auriez pas dû prendre un taxi, ça coûte trop cher, vous devriez prendre les transports en commun. Et il lui dit en ce qui me concerne, moi j'ai jamais conduit, j'ai toujours eu des chauffeurs à mon emploi. Puis il se met à raconter l'histoire de l'un d'eux qui s'appelait Dumb Jack, c'est-à-dire Jacques le Crétin. Il l'appelait Jacques le Crétin. Et Dumb Jack travaillait donc pour lui du matin au soir pour 25 $ par semaine, avait presque jamais de congé, s'endormait à la table le soir tellement il était fatigué. Et Bernays va laisser tomber la garde à ce moment-là. Il va dire c'était le bon temps, c'était avant que les gens n'acquièrent une conscience sociale. Et je pense que c'est une des grandes leçons de sa vie. Les gens ont acquis une conscience sociale et il faut se battre pour la préserver. Et se battre pour les préserver, ça veut dire connaître et mettre en pleine lumière les lumières des personnes et des agissements comme Bernays et comme les relations publiques qui essaient d'éroder le processus démocratique de libre discussion rationnelle. C'était une nouvelle diffusion de l'entretien avec Normand Baillargeon du 26 novembre 2007. À lire Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie d'Edward Bernays avec une préface de Normand Baillargeon parue aux éditions La Découverte.